Je n'étais pas invité au mariage de ma sœur. Je l'ai appris en tenant une assiette en carton de salade de macaroni, debout entre la table de limonade et une glacière pleine de bière. C'était en juin, il faisait tellement chaud que les fourchettes en plastique se pliaient quand on essayait de prendre de la salade de pommes de terre. Ma tante venait de mettre une playlist de Tracy Lawrence, et le bambin de quelqu'un pleurait près du château gonflable. C'est ma cousine Jenny qui me l'a dit. Elle venait de s'éloigner du barbecue, écartant ses cheveux de son visage d'une main, un hot-dog dans l'autre. Alors, dit-elle joyeusement, tu prends l'avion pour le grand jour de Mathieu, ou tu viens en voiture? J'ai cligné des yeux. Quel grand jour? Elle a ri, pensant que j'étais sarcastique. Le mariage, idiote. Elle épouse enfin ce type avec le gel pour les cheveux, James, non? J'ai souri comme si je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Oh oui. C'est ça. Puis je me suis excusé pour aller vérifier les œufs mimosa, ce qui était un code pour m'asseoir dans ma voiture avec la climatisation à fond et essayer de respirer malgré l'étrange et soudain silence dans ma poitrine. Méline était ma petite sœur. Je l'ai aidée à grandir après la mort de papa. Je lui ai tenu les cheveux quand elle a été malade à sa première fête à l'université et je lui ai envoyé de l'argent plus d'une fois quand elle oubliait que le loyer était dû. C'est moi qui lui ai envoyé une couverture lestée lors de ses premières crises de panique, et c'est moi qui suis resté au téléphone avec elle la nuit où elle pensait que James la trompait. Et maintenant, elle l'épousait, avec des compositions florales, une salle de réception et, apparemment, une liste d'invités qui ne m'incluait pas. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes, essayant de décider si j'étais blessé, en colère ou simplement fatigué. La réponse était oui aux trois. À l'intérieur de la maison, quelqu'un avait entamé le gâteau aux fraises. De la fenêtre, je pouvais voir Jenny discuter avec ma mère, qui portait sa robe d'été bleu clair habituelle et avait l'air parfaitement sereine, comme si tout dans le monde était exactement comme il se devait. J'ai regardé l'assiette dans ma main. Les macaronis transpiraient à cause de la chaleur. Ils avaient organisé un mariage dont ma sœur ne m'avait même pas parlé, et, d'une manière ou d'une autre, j'étais la seule à avoir l'air surprise. J'ai attendu 2 jours avant d'appeler ma mère. Ce n'était pas parce que j'avais besoin de temps pour me calmer. Je n'étais pas en colère, à proprement parler. Je ne cherchais même pas d'excuses. Je pense que j'avais juste besoin de l'entendre dire à voix haute qu'ils avaient tout planifié sans moi. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit de cette voix chaleureuse et efficace qu'elle utilisait avec les vendeurs et les bénévoles de l'église. Je pouvais l'imaginer dans la cuisine, essuyant le comptoir avec un torchon, le téléphone coincé entre sa joue et son épaule. « Tout va bien ? J'ai juste une petite question, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Est-ce que Maddy se marie ? Une pause. Une inspiration. Le bruit d'un réfrigérateur qui se ferme. Eh bien, dit-elle, comme si je lui avais demandé si le courrier était arrivé, oui, le mois prochain, en fait. Nous ne savions pas si tu serais libre. Je ne savais pas que cela allait se produire. Elle a ri doucement. Oh, Claire, ne sois pas dramatique. Encore ce mot, dramatique. C'était le même ton qu'elle avait utilisé quand j'avais pleuré aux funérailles de papa et qu'elle m'avait dit de me ressaisir, le même qu'elle avait utilisé quand je l'avais appelé en larmes après avoir perdu mon emploi 5 ans plus tôt. Ne catastrophise pas, ma chérie. Tu retomberas sur tes pieds. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Tu sais, a-t-elle continué, Méline voulait vraiment quelque chose de petit. Juste la famille. Je fais partie de la famille. Elle a soupiré. Oui, mais tu voyages toujours, et ces choses deviennent compliquées. Les parents de James ont eu beaucoup d'influence, et il y avait un nombre de places limité. Tu comprends. Je ne comprenais pas, mais je savais qu'il valait mieux ne rien dire. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas, a-t-elle demandé soudainement, plus doucement. Je ne suis pas sûr de ce que je suis. Un autre silence. Celui-ci plus lourd. Alors nous avons pensé que ce serait plus facile de cette façon. Moins de pression sur tout le monde. Plus facile. C'était le mot. Ce n'est pas qu'il m'avait oublié. C'est que j'étais celle qu'il était facile d'effacer. Je lui ai dit que je devais retourner travailler, même si je ne travaillais pas ce jour-là. Elle a dit, d'accord, ma chérie. Et comme ça, nous avons raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant longtemps. Puis j'ai ouvert mon calendrier, je suis allé au mois suivant et j'ai regardé le week-end du mariage. Rien de prévu.
Aucune RSVP. Aucune place. Je n'ai pas claqué de porte ni posté quoi que ce soit en ligne. Je n'ai pas appelé Méline pour exiger des explications ni rédiger un long message triste auquel personne ne répondrait. Au lieu de cela, j'ai acheté un billet pour l'Islande. Je ne l'ai dit à personne. Ni à mes collègues. Ni à ma voisine qui relevait habituellement mon courrier quand j'étais parti. Pas même à mon amie Julia, qui était restée à mes côtés pendant 2 ruptures et un licenciement et qui connaissait ma commande de café mieux que le barista. J'ai simplement arrêté de répondre. Ce vendredi-là, j'ai soumis une demande de congé au RH, j'ai fait une petite valise et j'ai laissé un seul post-it sur mon réfrigérateur, parti. Ne m'attendez pas. Le vol de Boston à Reykjavik était calme. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. J'ai regardé la carte du vol sur le petit écran du siège devant moi, une ligne blanche brillante arquée au-dessus du Groenland comme une cicatrice. Au lever du soleil, j'étais debout dans un chalet de location creusé dans une colline de roches volcaniques, à moitié recouvert de mousse et de silence. Le lac à l'extérieur semblait gelé même s'il ne l'était pas. Les fenêtres s'embuaient le matin. La douche sentait légèrement le soufre. J'ai adoré immédiatement. Pendant 24 heures, je n'ai pas consulté mon téléphone. Le deuxième jour, j'ai fait une promenade jusqu'au bord du lagon. Il y avait un banc en bois, à moitié enfoui sous la neige, et je me suis assise là jusqu'à ne plus sentir mes mains. J'ai pris une photo. Elle n'était pas parfaite. Je ne souriais pas, juste une silhouette dans un manteau de laine assise au bord de l'eau calme sous un ciel blanc. Pas de légende. Pas d'étiquette. Juste l'image. Je l'ai postée sur ma story Instagram. En moins de 10 minutes, la liste des vues par s'est allumée, Méline. Ma cousine Jenny. Ma mère. Personne n'a dit un mot. Je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas le but. Le but était qu'elle me voie. Pas à la fête prénuptiale. Pas au dîner de répétition. Pas au brunch de planification du mariage dont je n'avais même pas entendu parler. Mais ici, dans un pays de glaciers, de vapeur et de silence, j'étais devenu, momentanément, visible. Je n'ai rien posté le lendemain, j'ai juste vécu. J'ai bu du café amer dans une tasse en céramique et j'ai regardé le brouillard s'installer sur le lac. J'ai écrit dans mon journal, rien de poétique, juste des listes de choses que je n'avais pas à faire ici. Pas de bavardage. Pas de faire semblant que j'allais bien. Pas de RSVP. Pas de liste de mariage. Seulement moi et le bruit de la glace qui se déplace dans le vent. Je savais que le mariage avait lieu ce week-end-là, même si personne ne m'avait dit la date à voix haute. Je l'ai découverte de la même manière que l'on apprend la plupart des choses que sa famille ne veut pas que l'on sache, par les médias sociaux, dans les commentaires. Ma cousine Trish avait posté un boomerang de flûte à champagne qui s'entrechoquait à côté d'une légende qui disait « L'amour est dans l'air ». Et quelqu'un d'autre avait tagué un hôtel-boutique à 2 heures d'Albanie. C'était suffisant. Le samedi matin en Islande était argenté et calme. Je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture sur les jambes et j'ai regardé la lumière ramper lentement sur le lac. Il n'y avait pas de cloche d'église ici, pas de playlist de mariage ni de demoiselles d'honneur riant derrière des portes closes. Juste de la neige, de la vapeur, du calme. J'ai préparé du porridge. Je n'ai pas consulté mon téléphone. En fin d'après-midi, le mariage avait probablement commencé. Peut-être que Méline marchait dans l'allée dans une robe en dentelle et sans manches, notre mère pleurant au bon moment. J'imaginais un éclairage doux, des fleurs pastel, une joie filtrée. Et quelque part sur les photos, il y aurait une chaise manquante. Pas de façon évidente. Ils auraient rempli la place ou réorganisé la rangée. Mais je savais où je étais censé être, et je n'y étais pas. Ce soir-là, j'ai posté une nouvelle image. C'était juste ma main tenant une tasse en céramique avec le lac gelé en arrière-plan. Le ciel était lavande. Mon vernis à ongles était légèrement écaillé sur un doigt. Rien de glamour. Rien de posé. Pas de légende. À nouveau, la liste des vues par s'est affichée en quelques minutes, Méline, notre mère, 2 de ses amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Toujours personne ne m'a envoyé de message. Toujours rien n'a été dit. Mais cette fois, je pouvais le sentir. Le silence avait changé. Ce n'était plus de l'absence. C'était une présence retenue. Je les imaginais en train de faire défiler leur téléphone entre les danses ou les desserts, voyant ma publication dans un moment de pause et se demandant si cela signifiait quelque chose.
C'était le cas. Cela signifiait que je savais. Cela signifiait que je regardais, non par jalousie ou par malice, mais parce que j'avais autrefois compté ici. Et maintenant, ce n'était plus le cas. Pas assez pour être invité, mais assez pour hanter le bord du cadre. Je n'ai rien posté pendant 2 jours. Laissez-les remarquer le silence. Laissez-les le remplir avec l'histoire qu'elles avaient besoin de se raconter. Je n'avais rien à ajouter. 3 jours après le mariage, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Il était à peine 6 heures du matin, et dehors le ciel était d'un gris pâle, le genre de couleur qui vous faisait oublier que le soleil avait jamais existé. Le téléphone continuait de vibrer, messages, appels manqués, plus de messages. Au début, j'ai pensé que quelqu'un était peut-être mort, mais les noms sur l'écran racontaient une histoire différente, Lindsay, tante Carole, ma mère, puis la colocataire de Méline à l'université, puis enfin Julia, la seule qui m'ait jamais vraiment dit la vérité. Son message était court. Pas de salutation. Pas de préambule. Tu dois voir ça. Elle avait joint un lien, un TikTok, pas de contexte, juste une miniature de ce qui ressemblait à une salle de réception et quelque chose de flou volant dans les airs. J'ai hésité. Je n'étais pas sûr de vouloir l'ouvrir. Je n'étais pas sûr de vouloir savoir, mais j'ai cliqué. La vidéo a commencé au milieu du chaos, des cris, des halètements, du mouvement. Une demoiselle d'honneur criait, non pas de joie mais de fureur, sa voix se brisant alors qu'elle jetait un bouquet à travers la pièce. Non pas dans le cadre d'une cérémonie, mais dans un accès de rage. Les gens étaient debout, se retournant, reculant. Quelqu'un a renversé un centre de table. Du verre s'est brisé hors champ. Puis la caméra a trouvé Méline. Elle pleurait. Pas des larmes délicates, mais des tremblements, le visage rouge, le mascara coulant. Elle criait quelque chose, même si le son était déformé. La voix qui a suivi était plus claire, tu étais ma meilleure amie, m'a dit, ma demoiselle d'honneur, et tu couchais avec lui pendant tout ce temps. La voix appartenait à Rachel, sa meilleure amie depuis sa première année d'université. La même fille qui avait aidé à organiser le voyage de célibataire. La même fille qui, apparemment, avait prévu d'épouser James elle-même. J'ai eu un pincement au cœur. La voix d'un autre invité, celle-ci à moitié riant d'incrédulité, a dit, c'est la demoiselle d'honneur. La caméra a bougé juste assez pour capturer James, figé entre elles, les mains levées comme un homme essayant d'apprivoiser des animaux sauvages. Il a dit quelque chose que personne n'a compris. Cela n'avait pas d'importance. La foule avait déjà commencé à se déplacer, des invités chuchotant, attrapant des manteaux, rassemblant des sacs à main. Une femme est sortie avec sa serviette encore à la main. La vidéo s'est terminée avec Méline s'effondrant sur le sol. Je l'ai regardée 2 fois. Puis j'ai retourné mon téléphone et j'ai regardé le plafond de mon chalet. Les poutres en bois craquaient dans le froid. Quelque part à l'extérieur, un oiseau a fait un son que je ne pouvais pas identifier. Les vibrations ont recommencé. Messages vocaux. Appels manqués. De nouveaux textos s'empilant sur les anciens. Personne n'a dit les mots, mais il n'avait pas besoin de le faire, appelle-moi, s'il te plaît. Ta sœur est en plein désarroi. Nous avons besoin de toi à la maison, Claire, s'il te plaît. À midi, j'avais un message vocal de ma mère, sa voix tremblant comme un signal radio venant d'une autre vie. Dedans, elle disait que Méline ne mangeait pas, que la famille était gênée, que les gens parlaient. Elle n'a pas mentionné que j'avais raison. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste dit, nous ne savons pas quoi faire sans toi. Je me suis assise à la fenêtre, les pieds nus pressés contre le sol froid, regardant le lac onduler sous le vent. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était de Rachel. Pas un appel, juste un message, je suis désolé que tu n'étais pas là. Tu m'aurais probablement arrêté. Elle avait tort. Je ne l'aurais pas arrêté. J'aurais laissé la vérité se frayer un chemin, tout comme je l'avais fait. En début d'après-midi, mon téléphone avait cessé de sonner et avait commencé à supplier. Les messages vocaux n'étaient plus brusques ou agacés. Ils étaient plus doux maintenant. Ma mère en a laissé 6 en moins de 3 heures, chacun un peu plus apeuré que le précédent. Dans le 3e, elle pleurait, ou essayait de pleurer. Sa voix se brisait à des endroits où elle ne le faisait jamais auparavant. Claire, chuchota-t-elle, ta sœur est dévastée. Je ne pense pas qu'elle ait quitté sa chambre depuis samedi. Nous ne savons pas quoi lui dire.
Nous avons besoin de toi à la maison. Tu as toujours été la plus forte, celle qui maintient tout le monde ensemble. Encore cette phrase, la plus forte, celle qui savait porter les choses, qui ne demandait jamais à être portée. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait bouillir de l'eau pour du thé et je suis sorti, laissant la vapeur me réchauffer le visage pendant que le vent me transperçait les manches. Le ciel au-dessus de moi était immense, bas, silencieux. J'ai pris une photo de l'horizon, une faible lumière rose reposant sur le bord d'un glacier, et je l'ai postée sans un mot. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré, elle ne va pas bien. Elle n'arrête pas de te demander, Claire, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Celui-ci venait de la sœur de mon père, une femme qui m'avait dit un jour, après la mort de papa, que les filles aînées sont comme des mères supplémentaires. J'avais 15 ans. J'ai regardé la neige dériver sur le perron et je n'ai rien dit. Ce soir-là, un message est arrivé de Méline elle-même. Pas un appel, juste un texto, je sais que je t'ai blessé. Je ne pensais pas que ça aurait autant d'importance. Je pensais que tu ne voulais plus faire partie de tout ça. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas à qui d'autre demander. J'ai regardé le message pendant longtemps. Non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que c'était la première chose réelle qu'elle me disait depuis des années. Mais ce n'était pas suffisant. Pas après toutes les fois où elle avait accepté mon aide mais pas ma présence. Pas après m'avoir laissé disparaître de la photo de famille sans me demander si j'étais encore là. Ils ne me regrettaient pas. Ils regrettaient ce que je faisais pour eux. Et maintenant que tout s'effondrait, ils voulaient que l'échafaudage revienne. Mais je n'étais plus faite d'acier. J'étais devenue glacier, froide, immobile, immuable. Il était presque minuit quand le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. Non par pardon. Non parce que j'avais cédé. Je ne voulais tout simplement pas que le silence dise tout à ma place. Claire. Ma mère respirait comme si elle avait retenu sa voix pendant des heures. Je n'ai pas parlé. Elle a attendu, puis a rempli le vide comme elle le faisait toujours, avec des explications déguisées en attention. Elle ne va pas bien, a-t-elle dit doucement. Madeleine, elle mange à peine. Elle ne descend pas. Elle n'arrête pas de demander si tu as répondu. Je pouvais entendre le tintement de quelque chose en céramique en arrière-plan. Sa cuisine, très probablement. Probablement la même tasse à thé bleu qu'elle utilisait toujours quand elle avait besoin de paraître plus douce. J'aimerais que tu sois là, a-t-elle ajouté. J'ai regardé par la fenêtre de mon chalet. Dehors, le lac s'était transformé en glace. Le ciel était bas et immense, le genre de froid qui rendait le son plus petit. Je l'étais, ai-je dit finalement, pendant des années. Vous ne me voyez tout simplement pas. Il y a eu une pause. Pas défensive, pas rapide, juste immobile. Je ne savais pas que tu ressentais cela, a-t-elle dit, sa voix plus faible maintenant. Tu ne l'as jamais dit. Personne ne l'a demandé. Elle a expiré, pas tout à fait un soupir. Juste le bruit de la réalisation qu'il n'y avait plus de scénario qui fonctionnait. Je suis désolé, a-t-elle dit, mais cela est sorti comme une question. Je n'ai pas répondu. Quelque part dans le silence, elle a compris, car, pour une fois, elle n'a pas essayé de réparer les choses. Pas d'excuses. Pas de réécriture douce de l'histoire. Juste le son de sa respiration, le faible tintement d'une horloge en arrière-plan, le silence de deux personnes réalisant que quelque chose s'était terminé il y a longtemps. Et ce n'était que l'écho. Tu rentres à la maison, a-t-elle demandé au bout d'un moment. J'ai regardé autour de la pièce, le plancher en bois, la couverture en laine sur la chaise, le bruit du vent contre les fenêtres. Tout est simple. Tout est à moi. Non, ai-je dit doucement, je crois que je suis enfin chez moi. Nous ne nous sommes pas dit au revoir. Nous avons juste laissé l'appel s'éteindre. Je suis restée assise là un moment, à écouter le silence. Cela ne faisait plus mal. Cela ne me réconfortait pas non plus. C'était juste vrai. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Le chalet était calme, le genre de calme qui ne vous demande rien. Je me suis enveloppé dans un épais pull et je suis sorti sur la terrasse arrière. Le lac en contrebas était lisse comme du verre, reflétant l'or pâle d'un soleil levant. Le ciel s'étendait large et vide, et, pour une fois, ce vide ressemblait à la paix. J'ai fait du thé, j'ai gribouillé quelques lignes dans mon journal, puis j'ai sorti le épais papier à lettres que j'avais apporté de chez moi mais que je n'avais jamais utilisé.
J'ai écrit une lettre, courte, simple, pas d'accusation, pas de liste de ce qui avait été fait ou non, juste ceci. J'espère que tu trouveras la paix. J'espère que tu diras la vérité. J'espère que la prochaine fois l'invitation viendra avant les excuses. Claire. Je l'ai signé de mon nom complet, je l'ai plié soigneusement, je l'ai adressé à la maison où j'avais grandi. Pas d'adresse de retour. Je suis allé en ville plus tard dans la journée et je l'ai déposé dans une boîte aux lettres rouges près d'une boulangerie qui sentait la cardamome et la cendre. L'homme derrière le comptoir a hoché la tête en me voyant passer, me reconnaissant du matin précédent. Il fait froid aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai souri. Pas autant qu'hier. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au bord du lagon. Un seul banc faisait face à l'eau. Je me suis assis un moment, sirotant du café dans un gobelet en carton, regardant la vapeur monter et disparaître. Mon téléphone était toujours dans ma poche, intact. Quand je suis retourné au chalet, j'ai posté une dernière photo, une chaise, en bois, vide, encadrée par la neige. Au-delà, le lac. Pas de légende, mais je savais qu'il la verrait. Non pas parce qu'il me suivait, mais parce que les gens remarquent toujours ce qui manque une fois que c'est trop calme pendant trop longtemps. Ce soir-là, je n'ai pas vérifié les messages, je n'ai pas fait défiler, je ne me suis pas demandé ce qu'il disait chez moi. Au lieu de cela, j'ai fait de la soupe, j'ai allumé une bougie, j'ai tiré une couverture sur mes genoux et j'ai lu la même page d'un livre 3 fois. Non pas parce que j'étais distraite, mais parce que je n'étais pas pressé de quitter le calme. Il n'y avait pas de victoire dans tout cela, juste de la clarté, pas de clôture, juste de l'espace. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effacé. Je me sens juste mal.